Super. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Donc, on se retrouve pour la session de mars de l'Académie Notre Affaire à tous. Et on est super content et contente d'accueillir Emeric, que je vais présenter très rapidement. Mais Emeric qui est en charge des sujets, ancien avocat, et qui est maintenant en charge des sujets juridiques chez l'association Bloom, euh, avec une activité notamment dans le cadre des différentes campagnes que porte l'association Bloom sur les sujets notamment de contentieux climatique, de l'antifraude océan, mais on va en reparler, tant au niveau européen que français, tant au niveau administratif que judiciaire. Et donc ce soir, on se retrouve pour discuter de la question des aires marines protégées. On s'est dit que c'était un sujet intéressant cette année, puisque en 2025, on va avoir de nombreuses échéances liées à ces enjeux océans et mers, qui sont des sujets chez Notre Affaire à tous qu'on ne traite pas directement pour le moment, mais auxquels il est super intéressant voilà, de réfléchir pour tenter d'avoir une lecture un peu des discours et des événements qui vont arriver dans les prochaines semaines. C'est un sujet qui fait par ailleurs régulièrement l'actualité. Donc, Aymeric, on est super content de t'entendre aujourd'hui. N'hésite pas à repréciser certaines choses si tu le souhaites. Et sinon, on part pour à peu près comme d'habitude, 35 minutes environ pendant lesquelles on va t'écouter. Et ensuite, on aura un temps ouvert aux questions et réflexions des personnes présentes, si ça te va. Parfait. Et je te laisse la Merci. parole quand tu le souhaites. Eh ben, c'est parti alors. Merci beaucoup d'abord Emma à toi et à Nat pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir dire quelques mots de ce sujet effectivement d'abord passionnant et comme tu l'as très justement rappelé, d'actualité, particulièrement même, peut-on dire, puisque alors j'ai partagé mon écran d'abord et je vais continuer. Donc, effectivement, vous disiez un sujet particulièrement d'actualité. D'abord parce que notre échange de ce soir se tient à quelques heures de la clôture par Emmanuel Macron du sommet SOS Océan, qui se tenait donc à Paris jusqu'à aujourd'hui. Donc, un sommet qui vise en réalité à préparer la conférence des Nations Unies pour l'océan, qui se tiendra donc en juin prochain, comme tu l'as évoqué, à Nice, UNOC. Un sommet donc il a été question d'AMP, mais d'une façon, disons, un petit peu décevante, on y reviendra. Et autre fait d'actualité ici qui nous concerne plus particulièrement sur le terrain juridique, mais qui peut être relevé, c'est qu'il y a quelques jours, la Cour de cassation organisait un colloque également sur la question des océans et la façon dont la protection des océans peut être saisie par le droit. Donc, ce qui atteste effectivement du caractère particulièrement brûlant de ces sujets et de leur intérêt. Donc, ceci étant précisé, on va donc pouvoir parler des aires marines protégées. Je me suis permis un petit point d'interrogation à la fin de ce titre. Vous allez rapidement pouvoir comprendre pourquoi. Ça sera un des objets de cet échange, sans doute. Alors, très rapidement, en quelques mots, et pour pas prendre trop de temps sur le sujet principal, mais peut-être évoquer effectivement et préciser pour ceux qui ne connaissent pas forcément Bloom Association, donc l'association pour laquelle je travaille et qui travaille sur différents sujets en lien avec l'océan, ce qui invite à un contexte très rapide mais liminaire pour rappeler quelques grands enjeux ou grands marqueurs en ce qui concerne l'océan. Donc d'abord, effectivement, l'océan, notre meilleur allié climatique en ce qu'il est donc la véritable pompe à chaleur. Il couvre donc 61% de la planète et absorbe 30% des émissions de CO2, ce qui n'est possible, précisons-le, qu'avec un océan en bonne santé. À ce titre-là, il convient aussi de préciser que, au titre des enjeux et des sources d'affectation de l'océan, la pêche industrielle a pendant très longtemps et encore aujourd'hui, même s'il est de plus en plus concurrencé par le réchauffement climatique, été considérée comme la première cause de destruction de l'océan par l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, avec donc des taux de disparition qui sont absolument notables en termes de biomasse. Pour ce qui concerne Bloom, donc c'est une ONG française qui a été fondée il y a maintenant 20 ans par Claire Nouvian, et donc qui a des objectifs
plutôt variés, donc qui concernent principalement, donc, enfin, essentiellement, la protection des océans à travers les écosystèmes, la biodiversité, à travers des réflexions sur la transformation socio-écologique des flottes de pêche, et donc tout un enjeu de transition également des pratiques de pêche, compte tenu, on a vu des impacts de la pêche industrielle. Ce qui revient à questionner les modèles de pêche actuels déployés. En premier lieu, et ça sera un sujet qu'on abordera dans quelques instants, la question du chalut, notamment, qui est un des engins de pêche les plus destructeurs. Et d'autres enjeux plus globaux relatifs aux consommations et aux modèles de marché. Donc l'ONG en fait s'articule sur donc différents leviers qui sont activés. Donc une grosse partie de l'équipe sont des chercheurs, donc un levier scientifique, un levier de plaidoyer, un levier d'action en justice. Donc c'est à ce titre-là que j'interviens plus particulièrement, et un levier évidemment qui est donc attaché à la mobilisation et à la société civile. Donc, dans ce cadre-là, il y a toute une série de campagnes qui peut être, qui est développée, portée par Bloom, et donc qui concerne des thématiques, comme vous pouvez le voir, assez variées. Donc, les AMP, et c'est ce qui nous, encore une fois, c'est ce qui nous concernera aujourd'hui. Mais donc voilà, ensuite d'autres sujets relatifs à donc les pratiques destructrices, au fléchage des subventions publiques, aux enjeux climatiques plus globalement également, avec notamment une campagne fossile sur les énergies fossiles. Et voilà, toute une série d'autres campagnes. Mais je passe rapidement là-dessus pour en venir maintenant plus précisément au sujet donc des AMP. Donc, je pose ce sous-titre sur le défaut d'effectivité d'un régime de protection, et ça sera un petit peu tout le fléchage de cette discussion. Ce que je proposerais, c'est de pouvoir revenir d'abord sur donc, la définition des AMP, une définition qui a été posée d'abord au niveau international, pour en comprendre vraiment les tenants, les aboutissants, les agendas politiques nationaux, internationaux, européens et nationaux, qui sont ensuite attachés au développement et à la concrétisation de ces AMP. On y viendra également. Évoquer, bien entendu, la question du régime juridique des AMP. Et le tout nous conduira à questionner en définitive l'effectivité de ce régime de protection qui, vous le verrez, mais vous en doutez sans doute, est largement imparfait. Donc d'abord, pour revenir rapidement sur la chronologie historique et le contexte un peu de définition, d'apparition et de définition de ces notions. Bon, historiquement, on a des aires protégées ou des régimes de protection qui apparaissent en France dès la fin du 19e, avec donc notamment la forêt de Fontainebleau, qui est souvent citée comme exemple en 1961 pour la partie terre, ici à finalité artistique en réalité. Et au niveau mer, on a donc une première AMP créée en France en 1963 avec l'AMP de Porquerolles. Si on prend un peu de hauteur maintenant et qu'on en revient vraiment à la question de la définition de ce concept, donc on peut évoquer donc la Convention sur la biodiversité biologique, et donc CBD de 1992, où est posée déjà la question de la zone protégée, donc définie comme toute zone géographiquement délimitée qui est désignée ou réglementée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. Donc on a un premier standard qui est posé, qui évolue en partie en 2008 avec donc les lignes directrices de l'UICN, qui donc reprend dans les grandes lignes cette définition sans trop de surprise, mais qui ajoute malgré tout un point important, puisqu'elle précise que donc cet objectif de protection vise à assurer à long terme la conservation de la nature, ainsi que services écosystémiques. Donc, voilà, donc il y a une dimension ici de temporalité qui est ajoutée, qui constitue un point important. Il y a un autre ajout ensuite qui peut être évoqué et qui nous concerne encore une fois particulièrement ici, et qui est un sujet extrêmement important pour Bloom. Une précision aussi portée par l'UICN, et ce qui concerne donc la pêche industrielle, et qui va donc venir indiquer que dans ce contexte-là d'aires protégées, d'aires marines protégées, la pêche industrielle ne peuvent être admises. La pêche industrielle, et je fais une petite aparté ici, donc on n'a pas de définition européenne, juridique de pêche industrielle, pêche artisanale, une distinction qui est souvent reprise. Toutefois, on a une définition scientifique et on s'appuie là-dessus. L'UICN, donc définissant la pêche industrielle, pour faire simple, enfin, en synthétisant, disons, pour les navires donc supérieurs à 12 mètres. Donc on a ici un échelon de taille des navires qui est pris pour définir ce qu'est la pêche industrielle.
Voilà, donc ceci étant précisé, donc dans le cadre de l'UICN, on a ensuite un référentiel qui a été proposé, qui a été soumis avec donc différentes catégories d'AMP que vous voyez donc ici, donc 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ces référentiels en fait définissent des niveaux de protection qui sont variables, euh, avec donc à chaque fois des pratiques admises ou non admises, ce qui permet donc d'avoir un échantillonnage assez varié de protection avec donc un scope très large, hein, avec donc des AMP tels que définis ici comme étant plutôt permissives, d'autres vraiment restrictives. Donc des niveaux de protection en réalité extrêmement variables. Donc tout l'intérêt, ça va ensuite être de voir où est-ce qu'on se situe et quelle est la valeur des AMP actuels au regard notamment de ce référentiel. Euh, Ceci étant précisé, et donc dans le contexte encore une fois de définition des AMP et ensuite d'agenda politique, d'agenda international européen et français, la question se pose du développement et de l'essor de ces zones de protection. Donc une première date importante, c'est encore une fois 92, le sommet de Rio, avec l'agenda maintenant qui est l'agenda 21 qui est posé. Donc, dans les trois conventions de Rio sur la biodiversité, le changement climatique et la désertification, on pose cet impératif d'établissement de zones protégées. 2010, objectif d'Aichi. Donc, les États partis à la convention fixent un premier objectif de 10% de l'océan protégé d'ici 2020, avec donc des créations d'AMP qui sont ici sollicitées pour les États partis. On va plus loin en 2021, en particulier au niveau européen, euh, avec donc la stratégie en faveur de la biodiversité à horizon 2030. Et donc là, on fixe ce fameux objectif 30-30, 30% d'AMP d'ici 2030, dont au moins un tiers, 10% sous protection stricte. Et on reviendra rapidement plus tard sur cette notion. Étant précisé que c'est un niveau d'ambition qui est assez fort au niveau européen, puisque c'est 30% d'AMP terre et mer. Donc un 30-30 pour 2030 et qui va un peu plus loin du coup que le scope initial. Et on a donc enfin on peut citer donc 2022 l'accord Kunming-Montréal qui revient préciser cet objectif des 30%, avec ici tout de même une certaine déception dans la mesure où l'accord en fait ne précise pas qu'une AMP doit interdire des activités industrielles. Donc on a ici vraiment on met de côté tout l'enjeu identification et exclusion de la pêche industrielle, comme le porte pourtant clairement l'UICN. Voilà un peu pour le contexte et les objectifs qui sont plutôt importants d'avoir en tête. Ce qui nous amène maintenant à la question du régime juridique, à son identification dans un premier temps. Donc, je passe assez rapidement, mais donc on a les sources internationales qui ont déjà pu être évoquées, mais donc la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer en 82, qui vient déjà poser dans certains de ses articles les prémices de cette protection, reprise dans la CBD en 92, les accords d'Aichi qu'on a évoqués, et BBNJ en 2023 pour les enjeux notamment en haute mer. Au niveau européen, on a donc le cadre de la PCP, donc la politique commune de la pêche. Je le précise ici, donc la pêche est une politique intégrée. Donc on a une réglementation européenne qui vient encadrer les politiques de pêche de la même façon que la politique agricole. Donc on a vraiment ici voilà, une implication très forte du droit européen au niveau général, donc pour la PCP, mais deux textes ensuite plus spécifiques et plus importants en ce qui concerne véritablement les zones marines protégées, donc les directives Habitat et Oiseaux, qui viennent donc poser les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciales et qui forment ensemble le réseau Natura 2000, qui est donc particulièrement connu à ce titre et qui constitue, on le verra, une des AMP au sens du droit français. Donc on y vient au niveau national. Donc on a donc dans le code de l'environnement donc l'article L334-1 qui vient poser en fait tout un ensemble de catégories d'AMP au titre desquelles figurent donc les zones Natura 2000. Mais on constate en revanche qu'on n'a pas de définition législative ni réglementaire des AMP ni de niveau de protection unifié de ces zones. Donc on a une grande disparité de zones, pas de définition exacte et un niveau de protection du coup qui n'est absolument pas unifié. Et enfin, on peut citer aussi au niveau européen donc l'article 110-4 du Code de l'environnement
qui revient en fait sur la notion donc, qui a été adoptée par la loi donc, climat et résilience, créée par la loi climat et résilience, et qui revient sur l'objectif de 10% de zones de protection stricte, ou donc, la définition européenne, mais qui est traduite en droit français par une protection forte, et qui donne lieu notamment à un décret, donc un décret du 12 avril 2022, qui vient préciser le cadre de la protection forte. Donc ici, juste rapidement, une carte un peu pour illustrer ce que concrètement ça donne. Donc ici, on a une carte donc, de la région Bretagne avec les zones Natura 2000 issues de la directive Habitat et issues de la directive Oiseaux qui sont illustrées. Donc c'est voilà, des zonages répertoriés et identifiables sur donc, un ensemble de cartes avec notamment ici un suivi qui est assuré par l'OFB. Je passe rapidement la contenu du temps. Et donc là, on en vient à la question de l'effectivité de ces AMP et de tout ce qui a pu être dit précédemment. Et c'est un peu le point dur, comme vous pouvez le voir déjà avec cette première illustration. On a une grande dichotomie, une réelle dichotomie en fait entre donc, la définition et la mise en avant des AMP en France politiquement. Donc là, je m'intéresse au cadre français et à la réalité des zones marines, des aires marines protégées, selon donc la définition scientifique, selon les critères scientifiques. Cette mise en défaut là, des annonces politiques actuelles et de la réalité pratique. Donc il y a notamment le résultat de recherche de divers scientifiques, dont Joachim Claudet, un scientifique au CNRS. Et donc, précisément, ce qui fait défaut dans cette question de l'effectivité du régime des aires marines protégées, c'est le fait que, en réalité, ce ne sont absolument pas des zones qui, aujourd'hui, sont épargnées par les pratiques de pêche, notamment les pratiques de pêche industrielle, notamment, au titre de celle-ci, le chalutage. Et donc, je fais une petite aparté ici sur ce qu'est le chalutage pour vraiment mettre en perspective ça et comprendre ce qu'il en est. Donc, c'est une technique de pêche donc, qui est largement déployée donc, par la pêche industrielle aussi, mais également par la pêche artisanale. Mais donc, quand on la déploie au niveau industriel, on a des impacts et donc des tailles notamment de filets qui sont évidemment considérables, avec notamment des navires industriels qui peuvent faire jusqu'à 145 mètres, déployer des filets de 600 mètres. Donc, il faut bien comprendre ce qu'il en est d'aires marines dites protégées, dans laquelle ces techniques de pêche sont très largement déployées. Et donc, en quelques chiffres, pour comprendre ici encore ce qu'il en est des impacts de cette pratique en particulier. Donc, c'est 88% des ressources débarquées issues des populations surexploitées. Donc, c'est des pratiques de pêche qui, compte tenu d'un défaut de sélectivité et des grandes capacités déployées, ont un impact sur la surexploitation. C'est des techniques de pêche qui sont également extrêmement consommatrices, donc avec un impact CO2 qui est très très fort, et qui sont largement déficitaires par nature, donc qui sont aujourd'hui alimentés par un grand nombre de subventions publiques. Et donc, encore une fois, pour avoir des illustrations ici sur ce qu'il en est des aires marines protégées et de ces pratiques au sein des aires marines protégées. Donc, on a pu établir sur la base de données dites AIS, donc c'est des données d'identification et de surveillance des navires qui sont obligatoirement émises par les navires de plus de 15 mètres, qui sont des données qui sont publiques et qui permettent d'identifier, de tracer la navigation des navires et selon les vitesses de déplacement, d'identifier si on est en activité de pêche ou non. Et ce qu'on constate, ce qu'on a pu constater, notamment chez Bloom, hein, c'est que donc, près de 700 000 km² de surface abrasée par chalut de fond en moyenne chaque année, y compris dans les aires marines protégées, puisque 60% de la surface des AMP est actuellement chalutée. Donc là, on revient au niveau français et voilà, c'est juste une illustration de ces propos. On voit en fait sur cette carte, qui est un ensemble de points, nuages de points qui constituent en réalité qui sont issus des données AIS. Donc on voit l'ensemble de ces points, leur répartition géographique. Donc si vous mettez ça en relation avec la carte que je vous montrais tout à l'heure de la région Bretagne et des zones des aires marines protégées en Bretagne. Vous voyez qu'en fait, on n'a absolument pas de différence. Donc, il y avait notamment des aires marines protégées dans cette section en mer d'Iroise, qui est largement chalitée. Mais c'est le cas pour également la façade sud-atlantique ou mer du Nord, Manche.
Et ce qui conduit à un constat, et ça renforce encore une fois ce point de la non-effectivité, donc qui est confirmé au niveau scientifique, mais qui est également confirmé au niveau, donc là je reviens au niveau européen, qui est également confirmé au niveau européen par diverses institutions, la Commission, mais aussi la Cour des comptes européenne. Je vous mets juste ici quelques extraits donc, du rapport spécial de 2020 de la Cour des comptes qui constate en fait donc l'impact géographique du chalutage notamment dans les aires marines protégées et qui conclut assez clairement, même très clairement, qu'en 2020, la Commission a estimé que moins de 1% des zones marines étaient strictement protégées dans l'UE. Ce qui est donc bien loin des annonces de 10% de zones strictement protégées et de 30% de zones dites aires marines protégées. Donc on voit encore une fois ici ce grand décalage entre le constat scientifique, politique au niveau européen et les annonces gouvernementales en ce qui concerne la France. Et donc, dans ce contexte-là, on a évidemment différents enjeux juridiques qui peuvent se poser, qui se posent en réalité. Un premier point, un premier contentieux qu'on peut évoquer, qui concerne précisément la distinction protection forte, protection stricte, qui a été évoquée quelques instants plus tôt. Et ce fameux décret protection forte, donc du 12 avril 2022, qui a été adopté dans le cadre pour répondre à l'article L110-4 du Code de l'environnement, et qui définit ce qu'est la protection forte. Bloom a fait un recours en demande d'annulation contre cet arrêté, donc qui a été rejeté par le Conseil d'État. Donc juste pour revenir un peu sur les motivations, sur les causes de ce recours, donc l'article 1er de ce décret donc pose la définition de la protection forte. Et donc est reconnu comme zone de protection forte, une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont, et c'est là le point intéressant, absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, etc., etc. Donc on voit ici déjà qu'il y a un premier obstacle, vraiment quelque chose qui paraît absolument contre-intuitif entre ce que vient poser cet arrêté comme définition, où en fait, en définitive, on a quelque chose qui est laissé à un arbitrage politique, à une appréciation casuistique, mais où les pratiques ne sont pas strictement interdites. On a vraiment ce ou fortement limité. Donc, en définitive, voilà, on revient sur cette approche du cas par cas, mais sur un grand flou juridique, un flou qui se retrouve aussi, c'était un autre moyen qui a été développé dans le cadre de ce recours, dans les critères qui sont, donc 3 critères en fait sont posés pour une analyse, encore une fois, au cas par cas, des zones pouvant être classées zones de protection forte. Et ici, on avait encore un grand flou, une ambiguïté, en tout cas, c'est ce qui était défendu par Bloom dans la définition de ces critères, ce qui, en termes de clarté et d'intelligibilité de la loi, posait question. En tous les cas, ce recours a été rejeté par le Conseil d'État, estimant que les sources de droit qui étaient mobilisées donc souffraient d'un défaut d'effectivité normative, notamment les textes internationaux, ce qui était anticipable, mais on regrettait quand même toutefois largement qu'il n'y ait pas, de la part du Conseil d'État ici, une implication beaucoup disons, pratique dans l'appréciation de ce recours au regard de ce que ça disait juridiquement dans les conséquences postérieures et du cadre clairement défini, y compris dans le cadre des ambitions politiques qui étaient posées. Un autre point qui peut être posé, donc ce qui concerne plutôt le contentieux actuel et ou en devenir concernant les Natura 2000 et l'impact du chalutage dans ces zones. Donc on l'a évoqué, je ne m'attarde pas trop dessus compte tenu du temps, mais simplement donc redire qu'on a effectivement 2 textes européens transposés en droit interne, donc les directives Habitat et les directives Oiseaux, qui encore une fois sont largement mises à mal en pratique par la pratique large et incontestable du chalutage, y compris dans ces zones de conservation. Un autre texte qui peut être évoqué, qui est ici tout à fait pertinent et intéressant, c'est donc la directive cadre pour la stratégie des milieux marins, donc une directive européenne adoptée en 2008, également transposée en droit interne, en ce qui concerne la France, donc à l'article L219-9 du Code de l'environnement, et qui vise à poser les conditions pour l'atteinte du bon état écologique, le BEE. Donc c'est un état qui se définit sur la base de différents descripteurs, donc des descripteurs qui traduisent en fait
l'impact de pratiques ou l'impact des pratiques humaines sur à différents niveaux, donc l'intégrité des fonds marins, de la biodiversité, les espaces commercialisés, les pollutions sonores, etc., etc. Donc différentes évaluations sont organisées par cycle et l'objectif étant d'atteindre ce bon état écologique. Autre cas qu'on peut évoquer, qui concerne donc le règlement ici Méditerranée, donc avec une approche cette fois sectorielle, précisément en ce qui concerne la Méditerranée, c'est un règlement de 2006. Et j'évoque ici donc un autre recours de Bloom contre la France et qui portait ici sur l'interprétation de l'article 4 de ce règlement. Donc, je vous renvoie à sa lecture et je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais juste en quelques mots. Donc, c'est un article qui est composé donc, de plusieurs paragraphes et qui pose une interdiction de la pêche au chalut, notamment au-dessus d'habitats protégés, donc les prairies sous-marines, habitats coralligènes, bancs de marne. Et donc, dans ces différents paragraphes, donc notamment le paragraphe 1 et 2, il y avait une question et mise en parallèle avec le paragraphe 4, il y a une véritable question d'interprétation qui se pose. Alors, lecture, on défend la position selon laquelle en fait, le paragraphe 1 et 2 de cet article 4 prévoit une introduction générale de certains arts traînants, donc, dont le chalut, au-dessus de ces habitats protégés, mais donc uniquement au-dessus. Et à l'inverse, on a une rédaction qui est différente de l'article 4 et qui donc invite à une interprétation différente, elle aussi, puisque en fait l'article 4 impose une interdiction, selon nous, additionnelle et divergente, qui ici ne concerne que des zones bien précises, à savoir les zones Natura 2000, les aires spéciales protégées et les aires spéciales protégées d'importance méditerranéenne, donc les ASPIM. Et donc, dans le cas de cette protection additionnelle, et donc dans ces zones, l'interdiction des arts traînants concernerait en réalité tout le site, donc, et non pas simplement les habitats eux-mêmes. Donc, on a une appréciation spatiale différente de l'interdiction des arts traînants. C'est l'interprétation qu'on défend. Et donc, la conséquence directe, ça serait que si on est suivi là-dessus, le régime d'interdiction propre à ces arts traînants dans ces zones spécifiques devrait être clarifié et revu. Puisqu'actuellement, encore une fois, y compris en Méditerranée, hein, toutes ces zones sont soumises à des pressions de pêche issues d'arts traînants, dont le chalutage. Enfin, un dernier point, et ça renvoie aussi à l'actualité, dans les pistes réflexion juridique, on a aussi les enjeux au niveau de réforme législative. Et puisque donc toutes ces questions sont d'actualité, et on a notamment une proposition de loi qui a été déposée par un député Jimmy Pain, le 21 juillet 2025, donc très récemment, et qui concerne précisément ces enjeux, donc différents enjeux de pêche, et notamment des enjeux liés à la question de la protection forte, avec une redéfinition, une modification et une redéfinition de l'article L110-4. Ouais, ce qui est une autre piste qui devra encore faire son chemin, mais qui vient ainsi un peu compléter ce panel d'actions et en tous les cas qui vient attester une nouvelle fois de ce défaut d'effectivité, de cette nécessité de renforcer la protection des AMP pour être juridiquement, pour être pleinement cohérent. Et je reviens juste sur cette distinction, je l'ai évoqué, mais je le rappelle, donc forte, stricte, on a une définition européenne qui utilise le vocable protection forte. Et dans le cadre de sa reprise en droit français, on a un texte qui a donc utilisé la notion de protection forte, ce qui n'a pas été sans en réalité créer une certaine confusion lexicale et d'intention. Et ce qui contribue aussi, encore une fois, ici, à un défaut de clarté généralisée. Voilà. Je crois qu'il faut ensuite laisser un peu le temps pour un échange plus ouvert. Donc, je m'arrête là. Tout ça est un peu rapide, mais on aura le temps de creuser les points si vous avez des questions. Et je vous renvoie évidemment à la lecture des fabuleux rapports Bloom, qui sont largement sourcés. Donc, au-delà de la lecture des positions de Bloom que vous trouverez bien entendu détaillées dans ces différents rapports, il y a également donc tous les renvois à les sources scientifiques qui sont mobilisées, les sources européennes et autres. Voilà, en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Aymeric. Super intéressant. C'est vrai que moi, c'est un sujet que je connais peu, dont on entend beaucoup parler régulièrement, mais donc c'est intéressant de
comprendre les ressorts derrière les termes. Du coup, pour tout le monde, vous pouvez dès maintenant, alors soit prendre le temps d'écrire une question dans la discussion ou des réflexions. Vous pouvez aussi également prendre le micro si vous préférez les dire à l'oral. Et peut-être en attendant que les questions arrivent dans le chat, je peux commencer avec mes premières questions. Je me demandais du coup au niveau des acteurs qui peuvent être visés par des contentieux sur les questions AMP, est-ce qu'en fait ce sont des contentieux qui ne s'adressent uniquement à l'État? Ou est-ce que d'autres acteurs peuvent être, enfin l'État ou les autorités étatiques, préfectorales par exemple, ou est-ce que éventuellement, alors dans un autre angle, mais des acteurs privés par exemple pourraient être visés si justement on considère qu'ils ne respectent pas la protection d'une aire marine protégée. Et peut-être une deuxième question aussi sur les aspects contentieux. J'ai vu récemment qu'il y avait eu un contentieux de deux autres associations là en février lancées sur deux AMP spécifiques, Oui. l'AMP de Chausey et des Blancs de Flandre. Là, j'ai l'article sous les yeux. Est-ce que il y a également des contentieux un petit peu plus locaux qui ont déjà été lancés? Est-ce qu'il y a eu déjà des victoires sur des contentieux de ce type-là? Voilà, peut-être pour aller un peu plus loin sur ces questions-là. Oui, merci beaucoup pour ces questions, effectivement. Alors, il y a plusieurs typologies de réponses. Donc, pour la première question, ce qui concerne les acteurs qui peuvent être visés, on a d'abord un vrai enjeu en matière d'AMP de définition, clarification, redéfinition du régime légal, ce qui invite, à titre principal, à diriger un certain nombre de recours contre l'État au regard de certaines carences qui lui seraient imputables dans la mise en œuvre ou dans la transposition de certaines donc régimes de protection. Donc ici, on a vraiment une articulation à faire entre les exigences européennes et le droit français, en ce qui nous concerne, euh, aujourd'hui appliqué. Donc il y a ce contentieux qui est vraiment un peu le contentieux primaire, qui concerne ici voilà, le régime des AMP, puisque actuellement, encore une fois, il faut bien préciser que donc, je parlais des impacts du chalutage, mais de fait, le chalutage dans les aires marines protégées est tout à fait légal. Donc ici, ce n'est pas la pratique du chalutage en tant que telle qui est mise en cause sur le titre, sur le plan légal, mais précisément la permissivité, disons, ou sa non condamnation légale et juridique au titre des objectifs attendus. Donc ça, c'est le premier point. Euh, Ceci étant précisé, on a ensuite des acteurs visés qui peuvent être des acteurs privés, pardon, qui peuvent être visés au titre de leur pratique pour des infractions pêche plus classiques, sans forcément que ce soit directement en cause les ANP, mais voilà, effectivement la pratique de pêche illégale, le braconnage, certaines pratiques de pêche hors cadre sont ici tout à fait pointables et attaquables. Et pour la seconde question, effectivement, donc il y a eu ce contentieux qui a été lancé donc par IGF et DMA, Défense des milieux aquatiques, et qui précisément en fait est un recours qui met en perspective ce que j'évoquais sur la question donc du chalutage et des zones Natura 2000 qui interroge et qui questionne voilà, vraiment la légalité de ces pratiques au regard des standards qui devraient être attendus dans les zones Natura 2000. Sont ici mis en cause d'autres documents de planification et de gestion de ces zones Natura 2000 sans rentrer trop dans le détail, mais disons que ces zones doivent d'abord faire l'objet d'un ce qu'on appelle un DOCOM, donc un document d'objectifs, qui doit être associé à une analyse des risques pêche. Donc c'est un document d'évaluation et d'incidence des pratiques de pêche dans ces zones, qui sont pour certaines zones réalisées, pour d'autres en cours. Mais voilà, donc c'est tout l'enjeu ici de ce contentieux, donc qui recoupe précisément
euh, euh, voilà, la question de ces pratiques de pêche, de leur légalité, on regarde leurs impacts. Et ce qui plus globalement, et ça c'est ton dernier point il me semble, euh, fait état aussi d'un état assez nouveau mais potentiellement en développement des contentieux, ce qu'on pourrait appeler de contentieux AMP, puisque la question, les préoccupations politiques et juridiques des AMP sont naissantes, elles sont donc aujourd'hui Mm. d'actualité au regard du contexte national et international. Mais on a alors assez peu de jurisprudence pour l'instant sur ces thématiques. Mais voilà, on a des jurisprudences qui devraient être précisées dans les années qui suivent, compte tenu de l'ensemble de ces points d'action qui sont lancés. Mm. Super intéressant. Bah, justement, je commence avec les questions de la discussion sur cette question Natura 2000, enfin, en tout cas ce champ, le périmètre Natura 2000. Marie demande s'il y a des soutiens pour une meilleure protection dans d'autres pays européens et peut-être pour élargir un petit peu, en fait, ouais, sur ce niveau de droit comparé à l'échelle européenne. Est-ce que effectivement il y a des pays européens qui s'en sortent mieux, ou alors où il y a déjà eu des jurisprudences intéressantes. Oui, alors on a des jurisprudences, hein, on a eu des jurisprudences européennes sur la question des Natura 2000 pour des sujets variés. Donc les Natura 2000 regroupent des secteurs terre et des secteurs mer. Donc on a des jurisprudences qui sont quand même très variées et avec donc des enjeux, des appréciations différentes. En ce qui concerne donc les enjeux mer qui sont quand même plus localisés, les États n'ayant pas des façades européennes. Un des gros problèmes, en fait, en ce qui concerne la Natura 2000 en France, mais aussi au niveau européen, ça reste le suivi de ces zones de protection et donc la mobilisation donc des acteurs de suivi. Donc en France, on a l'OSB qui est en charge de cette gestion, mais pour lesquels donc on a voilà, des vraies problématiques de gestion, des problématiques financières et humaines qui ont des incidences directes sur la garantie d'effectivité de ces protections. Intéressant. Ouais, effectivement, le manque de moyens de toute façon des autorités de contrôle se retrouve un peu de façon Ça transversale. reste un sujet, ouais, effectivement. Exactement, ouais. Euh, on a une autre question. Alors là, il y a pas mal de questions sur les enjeux contentieux. Donc Alice demande, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des recherches sur la pollution des AMP par les pesticides slash nitrates? Est-ce qu'il serait possible d'attaquer l'État pour carence dans la protection des AMP sur cette pollution-là, ou est-ce que le lien de causalité est trop éloigné? Comme tu montrais effectivement notamment les côtes bretonnes. Hum, hum. Ouais, bah, c'est des pistes qui à date, sont encore, enfin, ne sont pas prioritaires ou ne sont pas évoquées, ne sont pas sur la table, disons, chez Bloom, mais c'est des pistes qui effectivement existent et qui sont interrogées à d'autres niveaux, y compris en ce qui concerne les PFAS pour d'autres typologies de pollution. Mais effectivement, nitrates, pesticides, c'est des typologies très fortes. En ce qui concerne la causalité, les perspectives contentieuses là-dedans, bon, il y aurait beaucoup à dire et je ne vais pas du tout me lancer dans une réponse définitive. Mais il y a aussi une question d'identification des responsables dans ce cadre-là. Donc, effectivement, une carence possible de l'État ou une responsable davantage ciblée sur les acteurs privés qui sont à l'origine des pollutions. Et ensuite, un niveau de fondement à invoquer. Est-ce que donc c'est une protection au titre des AMP ou une protection enfin, ou des mises en cause, mises en responsabilité au titre des atteintes environnementales plus classiques. L'AMP pourrait être un cadre pertinent, il n'est pas nécessairement un cadre plus pertinent qu'un autre pour ce type de pollution, parce que les pollutions, quelles qu'elles soient, ici seraient condamnables. Mais oui, enfin, c'est les pistes J'ai pas en tête d'affaires en cours ou d'affaires tranchées liant précisément ce point. Il y en a peut-être, mais je les ai pas en tout cas en tête maintenant. Euh, alors, j'entends vraiment sur ce lien AMP pollution, AMP pollution. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, effectivement, Ouais. pour notamment avancer sur les enjeux de définition du Mm. niveau de protection, etc., dont tu parlais, d'entrer par des champs plus précis comme les pesticides ou la nitrate, par exemple, en Bretagne, pour essayer de pousser un peu le juge à avancer sur ces questions de définition. Ouais. Mm. Après, il y a une question Euh, aussi juste pour revenir sur ce point, mais sans trop nous Vas-y, étaler vas-y. forcément, mais une question aussi de zonage. Et on voit en fait que les AMP, et ça c'est un autre point de contexte, mais
les AMP, la protection des AMP et les enjeux de protection des AMP diffèrent aussi en fonction de leur zonage. Alors à la fois sur les différentes façades maritimes, puisque selon les façades, les pressions ne sont pas les mêmes, mais y compris en fonction de leur distance avec la côte. On a par exemple un certain nombre d'AMP qui sont des AMP côtières, dans lesquelles de facto, alors selon les cas, certaines pratiques de pêche ne seront pas possibles, notamment le chalutage. D'autres AMP qui sont des AMP beaucoup plus voilà, dans des zones plus éloignées des côtes, dans les 12 000 ou après les 12 000. Et donc ici, pour revenir sur ce point encore une fois, on aurait aussi une distinction d'approche en fonction des AMP, voilà, toutes n'étant pas soumises aux mêmes pressions en termes de pollution si on prend une pollution type sortie d'effluents. Une autre question toujours sur les aspects contentieux. Est-ce que les AMP pourraient être ou sont mobilisés dans le cadre de problématiques plus systémiques de pollution industrielle, par exemple, et ou dans le cadre du contentieux climatique? Alors, je fais Notamment un peu sous une réponse en demi-teinte. Alors, disons qu'en fait, on a vraiment ce premier enjeu en matière d'AMP, en tout cas aujourd'hui, de reconnaissance et comme je le disais, de clarification et de reconnaissance d'un niveau de protection adéquat. Donc, une approche systémique, donc ça pose déjà la question de leur état, de leur état, de l'état des régimes juridiques qui est aujourd'hui encore trop faible. On a ensuite évidemment la question systématique de ces contentieux plus systémiques en matière climatique, sur une causalité, etc., qui continueraient de se poser ici. Donc sur la mobilisation des AMP dans ce cadre-là et sur l'apport de la mobilisation des AMP, euh, j'essaie de- je sais pas. Enfin, actuellement, c'est pas une piste qui est en tous les cas prioritaire. Je réfléchis en même temps. C'est vrai que j'imagine que comme l'État est tenu responsable aussi des mesures qu'il va mettre en place pour tenir ses trajectoires, notamment en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et que comme tu le disais au tout début, les océans et mers enfin, sont un grand facteur dans la captation des émissions. C'est vrai que c'est une piste exploratoire, j'imagine, mais Oui, oui, bien sûr. Après, bon, enfin, ce qui est certain, c'est il y a effectivement cette dimension captation, voilà, océan. Enfin, c'est le rôle central et essentiel des océans dans la régulation climatique. Et donc, l'idée que les impacts aux océans, aux fonds marins, aux sédiments, donc les relâchements notamment de CO2 qui en découlent, ont un impact direct. Donc oui, il y a encore cette idée de carence ou dans cette permissivité de l'État, c'est une pratique qui aurait un effet accélérateur sur le réchauffement climatique compte tenu de capacité amoindrie de l'océan dans son rôle de régulateur. Donc oui, c'est très exploratoire, effectivement, mais c'est des choses qui restent à creuser. Euh, alors, il y a juste alors c'est pas tant une question, mais une demande de réafficher la dernière slide avec les définitions, Oui, si bien tu as sûr. la possibilité de le faire en parallèle. De toute manière, Tout à c'est fait. enregistré, donc ce sera normalement rediffusé voilà, sur la chaîne YouTube, donc avec la présentation également. Alors, les définitions, donc on avait ça au début. Voilà. Super. Voilà, et peut-être Merci aussi beaucoup. Ouais. voilà, un dernier mot, mais c'était en filigrane. Donc, on a donc une OC qui se tient donc en juin prochain, donc cette conférence des Nations Unies pour l'océan, donc un grand événement politique international. Et les demandes qui sont aujourd'hui portées, en tous les cas qui sont portées par Bloom en ce qui concerne donc les AMP, c'est des demandes qui sont assez claires, de clarification du régime de protection et d'exclusion des activités industrielles, et en particulier de la pêche industrielle, compte tenu encore une fois de ses impacts. Donc on a ici une ligne en fait qui est très claire et qui constitue un point une demande politique assez forte, effectivement. Et oui, bah, peut-être un dernier mot, alors moins peut-être sur les enjeux
juridiques contentieux, mais comment est-ce que tu peux nous partager quelques mots sur les décalages que vous voyez entre les discours politiques sur la protection des océans, l'engagement de la France sur ces sujets-là, et la réalité de justement entretenir notamment, là, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours de l'approche au cas par cas, il me semble, sur les sujets Mm. de chalutage. Oui, Mais du coup, est-ce que, je sais pas, si tu veux en dire un mot? ouais, complètement. Bah, effectivement, bah, encore une fois, c'est un peu, j'ai pu l'évoquer en partie, mais on a un grand décalage, encore une fois, entre les annonces politiques, des constats scientifiques qui maintenant sont très clairement posés et connus. Et effectivement, donc c'est en pratique des régimes de protection qui sont largement insatisfaisants. Donc on a eu effectivement d'autres annonces récentes qui visaient à avoir une approche au cas par cas. Ici, on a forcément un enjeu de prise en compte des intérêts du secteur qui sont absolument déterminantes, notamment en ce qui concerne donc les pêcheurs, et en particulier les pêcheurs artisans qui ont une pratique actuelle qui est dépendante du chalutage. Bloom travaille énormément sur ces questions-là, notamment donc sur la question des transitions des pêches, puisque bon, c'est une chose de dire que le chalutage est interdit dans les AMP, mais c'est évidemment autre chose de ensuite pouvoir accompagner, faire transiter des pêcheurs, des hommes et des femmes qui vivent de ces activités. Et donc c'est vraiment, enfin, voilà, c'est les deux faces du Janus, bien entendu. Donc le décalage politique actuellement, il est principalement justifié par ce titre-là, mais c'est une justification qui est absolument pas satisfaisante de notre point de vue, puisque le premier chantier, c'est de mettre en place les enjeux de transition pour ensuite pouvoir annoncer, et donc là on peut avoir des objectifs différés, une interdiction, donc une prise de position, une prise de responsabilité politique qui soit très ferme et qui vise à, en fait à mettre en corrélation les protections juridiques avec les enjeux scientifiques et de biodiversité. Sauf qu'actuellement, c'est effectivement ce qui fait véritablement défaut. Et le simple, voilà, se cacher derrière une prise en compte des intérêts du secteur, alors même qu'ils ne sont pas véritablement pris en compte, dès lors que, et ça c'est un autre point qui est partagé, y compris par les pêcheurs, même si c'est dit en demi-mot, le chalutage est une pratique qui, compte tenu de ses impacts sur le milieu, compte tenu de son coût, est condamné en réalité. Donc on a ici c'est des pratiques qui sont déficitaires structurellement, qui sont largement dépendantes de subventions et qui ont des impacts sur les milieux donc, de production de la ressource qui sont très forts. Donc on a un enjeu de transition, un enjeu d'accompagnement du secteur dans ce champ-là. Mais on regrette en fait assez largement que voilà, ce ne soit pas dit de cette façon, que ce ne soit pas porté de cette façon, y compris sur le plan politique, et donc on ne construise pas, qu'on ne co-construise pas ces schémas-là. Et donc les réflexions qu'a pu conduire et qui peut encore conduire Bloom sur la transition, on les conduit de façon assez isolée, on le regrette. Je dis isolé dans le sens où voilà, on regrette le défaut d'accompagnement et de prise de position, y compris des pouvoirs publics, sur ce terrain. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait lire ces derniers jours, qu'effectivement c'était un secteur, comme tu disais, déficitaire structurellement et donc qui dépend pour l'essentiel des subventions. Et donc ça pose finalement un vrai choix de société de qu'est-ce que on veut financer, et notamment pour des Complètement. perspectives plus long-termistes. Et finalement, il y a peu de débats Mm. impliquant la société civile sur les questions de pêche, j'ai l'impression. Ah oui, complètement. Effectivement, c'est les. Alors nous, voilà, encore une fois, on travaille sur ces deux questions Parce que en vous parallèle permettez. chez Bloom, hein, sur la question de l'allocation des subventions, sur la question des transitions, sur la question des impacts des pêches. Donc on a vraiment cette vision, et on cultive cette vision globale. Mais c'est évident, et là encore une fois, on parle d'une ressource sauvage, hein. Donc c'est évident que la pérennité de ces ressources ne peut venir que d'un usage commun et véritablement durable avec une approche écosystémique, ce qui par ailleurs est porté au niveau de la politique européenne, au niveau de la PCP, mais qui en pratique, encore une fois, fait défaut.
Et justement, peut-être, alors on a le temps d'une dernière question, hein, si jamais d'autres personnes ont des réactions ou autres dans la discussion ou à l'oral. Mais peut-être sur justement cette question des subventions, alors ça sort peut-être du périmètre de ton poste, donc n'hésite pas à me dire si tu as plutôt des ressources vers lesquelles nous rediriger. Voilà. Mais est-ce que justement tu peux nous en dire, tu as plus d'informations sur ces subventions, de combien on parle, dans quel cadre? Elles sont prises. Je ne sais pas si voilà, juste tu as un ordre d'idées et Ouais, effectivement, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais par contre je vais vous publier parce on a un rapport en fait qui a été Super. publié par Bloom en collaboration avec d'autres instituts de recherche. Donc je vais juste essayer Super. de vous le partager parce que voilà, on a effectivement tous ces éléments qui ont été documentés sur donc la part des subventions publiques allouées à la pêche, la part des subventions publiques donc captées par la pêche industrielle, qui dans ce cadre-là finance en réalité principalement le carburant, qui est donc ici Mm. un double mal, disons. Euh, je le retrouve. Bon, Pas de souci. voilà, je pense que je peux. Et peut-être, bah, du coup, j'en profite pour. Je vais partager dans la discussion également une pétition de Bloom qu'on peut voilà, partager et signer sur cette question des AMP et de leur réelle protection. Je pense que c'est une année importante pour la mettre en avant et la partager. Voilà, si on a, enfin, il y a un momentum océan quand même, je pense, pour vous cette année 2025. Donc, Tout à fait, ouais. n'hésitez pas à la relayer. Voilà, Aymeric a partagé le rapport sur les subventions. Super. Je ne sais pas, Aymeric, si tu veux rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas suffisamment abordé. Non, mais je rebondis sur ce que tu disais, sur ce qu'on peut dire en général quand on est du côté ONG. Et rappeler effectivement, même si je pense que ici, globalement, il y a peu de doute sur le fait que ce soit su, mais voilà, rappeler l'importance de la mobilisation citoyenne, du fait que effectivement, chaque voix, chaque signature, y compris dans le cadre des pétitions, compte, sur le fait qu'il y a un vrai enjeu d'avoir aussi une pression qui vient du bas. Et donc, voilà, que en parler, partager, questionner les états de fait, c'est évidemment des choses absolument essentielles. Bon, encore une fois, je pense que si on est ici, c'est que globalement, c'est des choses plutôt acquises. Mais voilà. Mais donc, n'hésitez pas effectivement à signer, relayer ces pétitions de Bloom en ce qui concerne ce sujet. Et peut-être juste redire que donc ça sera une année particulièrement chaude pour nous. Donc il y a un ensemble d'autres sujets qui vont suivre du côté de Bloom. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça si ça vous intéresse. Super. Bah, merci. Oui, effectivement, c'est des sujets, je pense, sur lesquels on est à peu près tous et toutes convaincus ici, mais c'est intéressant d'avoir la compréhension et les arguments de fond. Donc, merci beaucoup pour cette session. La prochaine session, donc, elle sera rediffusée sur YouTube, évidemment, sur la chaîne de Notre Affaire à tous. On se retrouvera ensuite le 5 mai 2025 avec Baptiste Clerc, qui est doctorant et qui viendra nous parler de son sujet de thèse sur un autre sujet d'actualité, le détricotage des normes environnementales, comment analyser et se mobiliser contre le green backlash. Donc voilà, on vous partagera évidemment les informations sur cette prochaine Académie Notre Affaire à tous. Et bah, merci encore, Émeric. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée et une Merci bonne à vous santé. toutes et toutes. Merci Emma. Au revoir.